Vue de chez nous, une émission proposée par les élèves de l'atelier radio du lycée Jeanne d'Arc de Pontivy pour Radio Bodgenet. Vue de chez nous. Bonjour à tous et bienvenue en Vue de Chez nous. Vue de Chez nous. Allez, c'est la rentrée, enfin. On a pensé à vous pendant toutes les vacances et on est content de vous retrouver. Autour de la table, plein de nouvelles têtes. Les terminales de l'année dernière ont été remplacées par des secondes et des premières. Allez, aujourd'hui nous allons parler des conséquences du terrorisme en France. Nathalie Kosciusko-Morizet donnera pour Vue de chez nous son point de vue sur la question, puis nous en parlerons ensemble. Mais nous n'avons pas oublié les chroniques et les jeux qui vous attendent en fin d'émission. En plus, en cette rentrée, nous avons beaucoup de nouveautés comme vous avez pu l'entendre. La première émission de Vue de chez nous, de la deuxième saison de Vue de chez nous, commence maintenant. Et vous pouvez bien sûr commenter cette émission sur les réseaux sociaux #VDCN et sur la page Facebook Radio Bodgenet officielle. Allez, comment va le monde ? Nous avons sélectionné des informations qui vous ont marqué dans le mois. Alors Valentine, quelle information vous a marqué dans le mois ? Alors moi c'est celle d'hier où un enseignant s'est fait agresser dans la rue avec de deux jeunes hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il était avec ses élèves, il revenait du sport et puis deux jeunes, a priori, l'auraient agressé. D'accord. Inès, quelle information vous a marqué ? Moi, c'était le balcon qui s'est effondré à Angers. D'accord. Jeanne ? Moi, c'est hier aussi, c'est un TGV, où Hugo qui a percuté une personne qui a fait qu'il est mort et que du coup, il y a eu beaucoup de retard. Et tout. D'accord. Voilà. Hugo ? Alors moi, c'est Melania Trump qui défend son mari Donald Trump après ses récentes paroles misogynes. Elle la défend en disant que c'est de la faute des journalistes, parce qu'ils n'ont pas à dire des choses comme ça. Et donc c'est pas de la faute de Donald Trump, mais des journalistes américains. D'accord. Antoine ? Moi, ce qui m'a marqué, c'est une nouvelle qui est arrivée hier et qui parle de l'assaut prochain sur Mossoul en Irak. D'accord. Fleur ? Alors moi, ce qui m'a marqué, ce qui va arriver, c'est le futur, le dernier débat de Donald Trump et Hillary Clinton. Tu vas regarder ? Oui. Louis ? Alors moi, j'ai regardé jeudi soir le débat sur la primaire de la droite et du centre. Ouais, et t'en as pensé quoi ? On en débattra plus tard. D'accord. Hugo, qu'est-ce qui t'a marqué ? Moi, c'est Cyril Hanouna, donc c'est l'animateur de Touche pas mon poste sur C8. Il a fait 35 heures de direct. Et il y a eu une petite polémique, je crois, autour de ces 35 heures, autour d'agressions sexuelles. Oui, Jean-Michel Maire, le chroniqueur. Un chroniqueur de l'émission qui aurait fait des choses qui n'étaient pas acceptables en direct à la télévision. Exactement. Maëlène ? Moi, c'est l'ouragan qui a ravagé Haïti et après qui est passé en Floride. D'accord. Margot, quelle information ? Alors moi, c'est l'agression de Kim Kardashian à Paris. Donc dans la nuit du dimanche 2 octobre au lundi 3 octobre, la célébrité de télé-réalité, elle s'est fait agresser par 5 individus. Anaïs, quelle information tu as Moi, retenue ? c'est le séisme aussi qu'il y a eu à Haïti. D'accord, le séisme à Haïti. Owen ? Le débat télévisé des Républicains encore. Et toi, t'en as pensé quoi de ce débat ? C'était intéressant, mais c'était long. T'as trouvé ça trop long ? Le format était trop long ? C'est quand même 2 heures de politique, c'est pas très léger. T'as regardé jusqu'au bout ? Non. Bon, c'est pas bien. Charlène, qu'est-ce qui t'a marqué ? Moi, ce qui m'a marqué, c'est la réponse de Michelle Obama à Donald Trump, qui était vachement intéressante. Merci Charlène. Donc un mois très riche en actualité. Justement, vous allez devoir trouver un personnage qui a fait l'actualité ce mois-ci, on en a un petit peu parlé. C'est le qui est de l'actu. Vous pouvez me poser des questions sur ce personnage, je répondrai par oui ou par non. Posez-moi des questions sur le personnage. Est-ce que c'est un homme ? Est-ce que c'est un homme ? Oui, c'est un homme. Anaïs, une question. Est-ce que c'est un chanteur ? Non, ça n'est pas un chanteur. C'est un politicien. Oui, c'est un homme politique. Est-ce qu'il est vieux ? Est-ce qu'il est vieux ? Il a 70 ans. Est-ce qu'il est français ? Oui, il est français. C'est un homme politique français. Est-ce qu'il est beau ? Est-ce qu'il est beau ? Je n'émettrai pas de jugement de valeur. Breton ? Il est breton ? Non, il n'est pas breton. Et il est en politique, on entend beaucoup parler de lui en ce moment ou... Oui, on entend beaucoup parler de lui. Jacques Chirac. Non, pas Jacques Chirac. Non, on en a entendu parler justement lors du débat. Quel parti politique ? Quel parti politique ? Les Républicains. Ce serait pas Alain Juppé ? C'est Alain Juppé, oui bien sûr. Alain Juppé qui est candidat
qui est candidat à quoi, Alain Juppé? Au primaire. À la primaire d'abord. Au primaire, voilà. Alain Juppé qui est candidat à la primaire de la droite et du centre. Donc justement, Louis, vous en avez pensé quoi du discours d'Alain Juppé? Bah, il avait un discours pertinent. Vous avez trouvé son discours pertinent? Oui. D'accord. Et nous aurons dans cette émission l'interview d'une candidate à la primaire de la droite et du centre, Nathalie Kosciusko-Morizet. Nathalie Kosciusko-Morizet. Owen, pendant toute l'émission, toi tu vas tester notre culture générale en nous posant des questions. Ouais, effectivement. Donc alors c'est quoi ta première question? Alors, qui a reçu le dernier prix Nobel de la littérature en 2016? Alors, Bob Dylan. Bob Dylan. Bien joué. Et oui, c'était Bravo Bob... Hugo, bravo. Vous pouvez m'applaudir. Hein. Ce qui est quand même très étonnant. Allez, avant de parler du terrorisme et de ses conséquences en France, on fait une petite pause musicale. On écoute House of the Rising Sun par... The Animals. The Animals, c'est bien, c'est marqué sur le conducteur. Allez, belle journée à vous sur Radio Projonette. C'était The Animals sur RBG. Notre sujet principal aujourd'hui est le terrorisme et ses conséquences en France. Avant de commencer, Hugo, est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est le terrorisme? Donc le terrorisme, c'est le fait d'utiliser la violence, souvent meurtrière, pour imposer des idées. Elles peuvent être politiques, religieuses ou idéologiques. Donc dans le terrorisme, il y a le mot terreur. Et il y a plusieurs méthodes qui peuvent être associées au terrorisme, comme les attentats, les sabotages ou les prises d'otages. Et le terrorisme a cette particularité donc, de s'attaquer à des civils et des gens qui ne combattent pas. Merci Hugo. Louis, tu as regardé toi plus particulièrement en France, le terrorisme en France? Oui. Alors, je vais faire un historique des attentats qu'il y a eu en France depuis quelques années. On a une vague d'attentats qui sévit en France depuis l'attentat de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, le 7 janvier 2015, qui a fait 15 morts, qui a été revendiqué par Daesh, et qui a provoqué une vague d'indignation dans le pays, avec les panneaux « Je suis Charlie » et la marche dans le pays qui a rassemblé 4 millions de personnes le dimanche suivant. Puis le 13 novembre 2015, un nouveau attentat au Bataclan et dans les cafés aux alentours et au Stade de France, qui a fait 130 morts, là aussi revendiqué par l'État islamique. Puis le 14 juillet 2016, un attentat à Nice, qui a fait 86 morts sur la promenade des Anglais, qui a été aussi revendiqué par l'État islamique. Puis 12 jours après, le 26 juillet, un prêtre a été assassiné dans son église par l'État islamique aussi. Et là, c'est un symbole fort parce que l'État islamique... assassine un prêtre dans son église et c'est la religion qui est touchée en France. Merci Louis. Nous allons maintenant écouter Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate à la primaire de la droite et du centre, qui a répondu à nos questions. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Première question, ça concerne le terrorisme. Pour lutter contre le terrorisme, quelles sont concrètement vos propositions? Alors c'est une question très large, mais par rapport à tout ce qui se dit, moi je rajouterais deux. Je voudrais insister sur 2 points. La première chose, c'est que je pense qu'on n'est pas au niveau en termes de renseignement. Notre renseignement a été dimensionné à l'époque de la guerre froide, il y avait d'autres enjeux, puis du contre-espionnage. Et aujourd'hui, on a besoin de refonder entièrement notre renseignement, aussi bien en termes de gouvernance, avec une unité à la tête de notre dispositif de renseignement, qu'en termes technologiques. Voilà une première chose. Et puis bon, par ailleurs, moi je pense que ça ne suffit pas de dire que c'est des parcours individuels, des itinéraires. Il faut se poser la question de savoir quel est le terreau du terrorisme. Ça se passe en prison, ça se passe pour partie sur Internet et ça se passe dans les lieux en fait où se développe le salafisme. Le salafisme est aujourd'hui le terreau du terrorisme. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé qu'on déclare hors la loi le salafisme pour avoir une base légale, pour pouvoir fermer ces salles de prière, expulser ces imams, interdire ces contenus d'endoctrinement sur Internet. Et vous pensez que déclarer hors la loi le salafisme, ça va l'empêcher de se propager? Oui, déclarer hors la loi le salafisme, ça permet de donner une base légale à un certain nombre d'actions. Aujourd'hui, par exemple, quand vous avez une salle de prière qui se dit salafiste, ça vous donne pas une base légale pour pouvoir la fermer. Plus compliqué que ça, vous êtes obligé de trouver d'autres moyens. Bon, est-ce qu'on considère ou pas que
le salafisme est une idéologie dangereuse. Moi, je crois qu'il faut aujourd'hui le considérer. Alors, on nous dit que tous les salafistes ne sont pas des terroristes sans doute, mais tous les terroristes sont passés plus ou moins à un moment par un contact avec le salafisme. On dit tous qu'on est en guerre, il faut à un moment en tirer les conséquences. Et vous pensez que le gouvernement actuel, le gouvernement de Manuel Valls, est efficace aujourd'hui ? Moi, je pense que ce gouvernement a compris un certain nombre de choses dans le discours. On sent qu'une partie de la gauche est sortie de la culture de l'excuse. Par exemple, Manuel Valls est sorti de la culture de l'excuse. En revanche, il ne transforme pas l'essai en termes d'action. Je ne trouve pas que ce soit suffisant sur la réforme du renseignement. Je ne trouve pas que l'écho, quand on fait des propositions comme la réforme du système pénitentiaire, avec la création de nouvelles places de prison, avec le développement du renseignement pénitentiaire, quand on fait des propositions comme la déclaration du salafisme hors la loi, pour pouvoir mener véritablement la lutte contre cette idéologie qui sert de terreau au terrorisme, eh bien, je ne trouve pas que les réactions du gouvernement soient suffisamment convaincantes. Si vous devenez présidente en mai 2017, vous pensez pouvoir contenir la menace terroriste ? Vous savez, moi je pense qu'il y a un débat dont les Français ne veulent pas. C'est ce débat de savoir si on avait fait ça, est-ce que ça n'aurait pas eu, etc. Ça, les Français n'en veulent pas. En revanche, il y a un débat dont ils veulent, qui n'est pas un débat, c'est est-ce qu'on fait tout pour que ça n'ait plus lieu. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut faire plus. Voilà, j'ai mis sur la table un certain nombre de propositions pour qu'on fasse plus et qu'on fasse mieux. Inspirons-nous, par exemple, en matière de renseignement, de ce qui se fait dans des pays qui ont été confrontés à des attaques, qui sont confrontés aujourd'hui à la menace terroriste. Transformons plus vite notre système qui n'est plus tout à fait adapté parce qu'il a été dimensionné et organisé à une autre époque. Prenons en quelque sorte la mesure de ce que nous disons par ailleurs. Tout le monde dit il y a la guerre. Écoutez, s'il y a la guerre, il faut investir plus et plus fort dans la lutte. Vous parlez de renseignement, mais est-ce que vous voyez la limite entre les libertés individuelles et la sécurité ? Il y a un curseur à choisir, à positionner entre les libertés individuelles et la sécurité. Je crois qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui comprennent qu'il faut peut-être accepter sur certaines libertés individuelles un petit peu de retrait pour pouvoir être plus fort sur la sécurité. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet. On va maintenant discuter tous ensemble. D'abord, Hugo, est-ce que tu trouves que le sujet est assez présent dans les médias ? Donc moi, ouais, je pense que le sujet, il est très présent dans les médias, peut-être un peu trop même. Tu trouves qu'il est trop présent dans les médias ? Oui. Sur quels médias en particulier ? Les chaînes en continu comme BFM ou iTélé. Tu penses qu'il faudrait moins en parler ? Oui. Antoine, toi ? Moi, je pense pas qu'il faudrait moins en parler, je pense qu'il faudrait mieux en parler. Parce qu'on nous bassine à longueur de journée sur les terrorismes en France, sur ce qui se passe en France, mais sur l'État islamique et ce qui se passe, le combat qu'on fait, par exemple, on n'est quasiment pas au courant. Il y a peu de personnes qui sont au courant qu'aujourd'hui, on va commencer à attaquer la capitale économique de l'État islamique, à savoir Mossoul en Irak. Et on est au courant de ce que le gouvernement veut utiliser pour sa politique, en fait. Je pense qu'il faudrait parler plus de choses qui nous touchent d'un peu plus loin, certes, mais qui nous touchent quand même. Peut-être que c'est trop sensationnel ? Peut-être un peu, oui, effectivement, ça nous a touchés sur notre sol, donc on en parle. Ça, c'est loin, on n'en parle pas, on veut surtout pas en parler, quoi. Toi, Maëlène, comment tu trouves que les médias traitent le sujet ? Moi, je trouve qu'ils traitent... ils en parlent un peu trop et justement, ça peut faire peur. Ça peut nous faire peur. Le traitement est mauvais pour toi ? Pas mauvais, mais on en parle un peu trop, je trouve. Et tu trouves que tous les attentats sont traités de la même façon ? Y a certains à qui on en parle plus, comme quand le prêtre a été assassiné, je trouve qu'on en a un tout petit peu moins parlé. Et pourtant, c'était super important parce que ça a carrément touché la religion. Donc, C'est en fonction peut-être du nombre de victimes, Hugo ? Après, ça dépend des médias aussi, de quels médias il y a entre... Déjà dans la télévision, il y a plusieurs chaînes d'information. Les chaînes d'information en continu, c'est un peu donner de la pourriture à des cochons, quoi. Ça balance, c'est pas sûr de ce que ça dit, mais ça le dit quand même. Moi, je trouve que sur les derniers attentats, les chaînes d'information ont été meilleures que par exemple France Télévisions, qui était pas préparée. Oui, mais après, c'est à télé, quoi. Le problème un peu avec la télé et l'information, c'est qu'il faut forcément trouver de l'image aussi pour compléter ses propos. C'est pas comme un journal ou la radio, quoi. Faut vraiment... Tu trouves que c'est la télévision en général Ouais, enfin oui et non, ça dépend. Après, par exemple, le Trésor de Jean-Pierre Pernaut, il fait de mal à personne, mais ouais, l'information en continu, on n'est pas sûr de ce qu'on dit. Mais je suis d'accord avec toi sur les dernières
les dernières vagues d'attentats, c'était quand même moins prononcé parce que peut-être justement ça a été un peu aussi. Ils ont peut-être compris que balancer des trucs dont on n'était pas sûr, c'était peut-être pas la meilleure des solutions, quoi. Antoine ? Moi, je dirais surtout que les chaînes d'information en continu manquent énormément de recul. C'est-à-dire qu'ils nous balancent des informations avant de les traiter et de les analyser. Du coup, on a les informations brutes sans une vraie analyse que tout le monde, ou même les gens qui s'y connaissent, peuvent pas forcément comprendre exactement. Donc, il faudrait plus de recul sur les chaînes d'information en continu, quoi, même si c'est compliqué. Bien sûr, on va pas faire un débat sur les médias parce qu'on avait déjà fait ça dans l'autre émission, mais là j'ai envie de parler d'autre chose, c'est de la théorie du complot. Par exemple, vous Anaïs, est-ce que tu t'es sensible à ces théories, tu écoutes, tu t'en entends parler ou alors pas du tout ? Bah, j'entends parler, mais bon, je pense que c'est un peu faux. Enfin, comme quoi les attentats c'était faux, c'est du montage et tout, bah, je pense pas. Je pense que c'est vrai parce qu'ils en parleraient pas autant et ils inventeraient pas tout ça, quoi. Et tu vois ça où, ces théories-là ? Bah, un peu partout, sur Internet. Sur Internet, peut-être sur Twitter Oui, sur Twitter. Sur Twitter, il y a beaucoup ces théories-là. Puis moi, j'ai remarqué, je sais pas si vous êtes d'accord, mais pendant les attentats, sur Twitter notamment, tout le monde, chaque personne, chaque individu devient un analyste politique, sait parler des attentats, tout le monde devient expert. C'est ça qui peut être dangereux, Hugo ? Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est que même le gars qui sort du trou du cul du monde, qui sait même pas ce que c'est un terroriste, va quand même se dire tiens, bah, j'ai la 4G et si j'en profitais pour mettre aussi mon petit message. Et des fois, il y a un de ces messages-là qui est totalement faux, qui va prendre de l'ampleur, un parmi tant d'autres, qui va prendre de l'ampleur. Et certains vont se dire bah oui, tiens, il a pas tort, mais s'il avait raison et tout. Et ça qui va très vite sur les réseaux sociaux, dès qu'on poste un truc, ça peut aller très très vite. Et bah c'est là où je te rejoins et que tout le monde devient expert en fait, tout le monde s'y connaît. Merci Hugo, donc il faut vraiment se méfier des informations qu'on trouve sur Twitter et sur Facebook. Margot, est-ce que t'as peur du terrorisme ? Ben non, pas forcément. J'ai pas peur, mais tout le monde s'en méfie forcément. Tu t'en méfies plus maintenant depuis qu'il y a eu ces vagues d'attentats ? Vu qu'on en parle beaucoup, ça nous fait penser. Maëlène, toi tu as peur de ces attentats ? Bah peur, je dirais pas ça, mais c'est vrai qu'il y a des endroits où on a plus l'impression qu'on va être touché que d'autres. Owen ? Bah, c'est vrai que là où on est en Bretagne, on se sent pas très visé, mais c'est vrai que dans des grands rassemblements, je me suis surpris à me dire peut-être que ça se pourrait. C'est la paranoïa un peu pour tout le monde. On va pas dire qu'on n'y pense pas, il y a forcément au fond de notre tête on y pense plus ou moins. Mais après, de là à devenir parano, faut continuer de vivre parce que c'est justement ce qu'ils cherchent à vouloir qu'on ne sorte plus et faut continuer. Moi je pense surtout aux personnes qui sont déjà parties malheureusement et qui sont mortes parce qu'elles sont sorties, qui sont décédées parce qu'ils sont dit tiens on va sortir ce soir, on va bouger, on va pas rester chez nous. Donc je me dis si on reste chez nous serait les trahir un peu cracher sur leur tombe quoi. Donc faut continuer de sortir, faut faire comme s'il y avait rien quoi. Antoine ? Après moi personnellement je pense que cette peur dans les grands rassemblements et même dans les petites villes est beaucoup plus présente justement à la veille, juste après les attentats, donc au lendemain, parce que forcément on en parle beaucoup plus dans les médias. Pendant par exemple 3 mois après Charlie Hebdo, on en parlait beaucoup moins et du coup beaucoup moins de peur pour sortir. Donc je pense que c'est surtout les médias qui nous font un peu avoir peur, parce que le traitement de l'information est tel que du coup on a peur, ça nous le rappelle tout le temps, et quelques mois après quand on n'en parle plus, au final on n'y pense plus tant que ça quoi. Donc il y a un lien de causalité entre le traitement des médias et la peur que ça engendre. Carrément, quelque chose qu'on ne connaît pas ne peut pas nous faire peur, puisqu'on ne connaît pas le risque. Mais quelles sont justement ces peurs ? Peur de quoi ? Je pense que les peurs sont les peurs de sortir. Dans les métros par exemple, on peut se dire c'est des endroits qui sont quand même pleins de monde, où il y a énormément de gens hétéroclites qui peuvent passer, les attentats sont faciles à faire, ou dans les grands rassemblements parce qu'il y a eu justement le Bataclan, c'est principalement en fait ce qui a déjà eu lieu. Par exemple, là le 14 juillet, tout le monde va se méfier au prochain 14 juillet. Donc c'est surtout des choses qui ont déjà eu lieu dont on a peur, alors qu'il faut se méfier plutôt des choses qui n'ont pas encore eu lieu, parce que c'est ce qu'ils vont essayer de faire plutôt. Justement, pour vous, quels sont les moyens, pour vous tous, quels sont les moyens de lutter contre le terrorisme ? Margot ? Oui, on n'a pas encore trouvé la réponse, tout le monde cherche. En tout cas, il ne faut pas s'arrêter de vivre, parce qu'il y a des risques. Moi, je trouve que la sécurité a quand même pris une importance capitale dans les campagnes présidentielles. Je sais pas si vous avez regardé les campagnes présidentielles, Hugo ?
Enfin, les différents programmes. Si, j'ai regardé, j'ai écouté certains, pas jusqu'au bout, hein, parce que je vous avoue, j'avais pas le courage, mais oui, c'est vrai qu'ils parlent de ça, mais en même temps, c'est parce que c'est ce que les Français veulent entendre aussi. Si un candidat faisait que 30 secondes sur la sécurité nationale, il se ferait lyncher direct en disant comme quoi il veut pas, on veut pas que, voilà quoi, vous m'avez compris. Voilà, on veut pas, il veut, en fait, voilà. J'ai passé à quelqu'un d'autre, je réexprimerai mon idée ultérieurement. Owen. Je pense qu'en fait, le thème terroriste, sécurité, c'est devenu vraiment un des thèmes récurrents de la politique d'aujourd'hui. C'est limite l'argument numéro 1 avec l'économie quand un politicien veut présenter son programme. Et justement, on a vu, Hugo, après les attentats, des réactions politiques qui étaient de plus en plus rapides, j'ai trouvé. Et alors que pour Charlie Hebdo, pour l'attentat de Charlie Hebdo, il y a eu une espèce d'unité nationale après les attentats. Je sais pas ce que t'en penses, Hugo. Oui, c'est vrai, parce qu'après chaque attentat, on a pu voir partout dans la rue des manifestations, on voyait la solidarité entre tous les Français, et voilà. Owen. C'est sûr qu'au premier, tout le monde était choqué, et au bout de 3-4 attentats, il y a un sentiment de ras-le-bol, là, c'est encore un attentat, c'est pas possible, quoi. C'est plus du ras-le-bol que de la peur, je pense. Pour vous, il y a une habitude qui se crée ? Presque, je pense. Est-ce que justement vous avez senti depuis ces attentats un durcissement des politiques sécuritaires, Charlène ? Déjà avec les fermetures des frontières, les sécurisations des frontières, oui, beaucoup. Et puis il y a certains partis qui jouent dessus, hein, comme le FN qui appuie bien fort dessus sur la sécurité et donc sur le terrorisme. Même, on parle du Front National, mais moi je trouve qu'il y a même une partie de la droite qui s'est quand même durcie depuis ces attentats, parce que finalement je pense que le peuple, c'est ce que le peuple veut entendre. Mais est-ce que c'est une bonne chose, ces politiques sécuritaires ? Je pense même à Pontivy, le jour de la rentrée, je sais pas si vous aviez vu le nombre de gendarmes qui étaient dans les rues, et moi j'ai trouvé ça impressionnant. Hugo ? Non, je n'ai pas vu. mais je te crois sur parole. C'est vrai que au moindre mouvement de foule, il y a des forces de l'ordre qui sont réquisitionnées. Après, en même temps, ça peut inquiéter, mais au contraire, si on se dit qu'ils sont là, ça rassure. Ça fait peur, mais ça rassure. C'est rassurant pour vous, les militaires ou les gendarmes ? À jeun, oui. C'est sûr que à la fermeture des bars, moins. C'est pas possible. Non, mais je suis derrière nos amis gendarmes et militaires parce que faut bien qu'ils protègent le pays. Non, c'était une petite blague à part, mais non. Franchement, oui, ça rassure. Mais est-ce que vous voyez, vous, une limite entre la sécurité et les libertés individuelles ? Owen ? Oui, non, c'est-à-dire qu'il y a des libertés qu'on peut pas retirer, mais en même temps, il y en a certaines qui permettraient à certaines personnes d'aller peut-être un peu trop loin, je pense. Donc vous seriez prêt à avoir moins de liberté pour être mieux protégé ? Si c'est pas des libertés importantes, non, je pense. Qu'est-ce que vous appelez liberté importante ? C'est intéressant. J'ai pas d'idée en tête, mais je pense qu'il faudrait être prêt à faire des sacrifices pour un minimum de sûreté. Après, chacun le voit comme il veut. Donc des sacrifices, Antoine ? Moi, ce que j'ai surtout à dire, je serais prêt à faire des sacrifices et sur certaines libertés, mais il faut surtout pas oublier que ça doit rester un caractère temporaire. Parce que si on met ces lois en place et que ça reste de façon permanente, du coup, on perd notre liberté. Alors que si c'est de façon vraiment temporaire, le temps qu'on arrive vraiment à gérer cette crise et qu'on arrive à s'en sortir, et dans l'idéal, je sais pas, d'ici 3-4 ans, on fait des gros efforts et on arrive à se débarrasser de cette crise, là, je serais prêt à abandonner quelques libertés pour régler cette crise. Mais il faut que ça reste temporaire quand même. Tu penses à l'état d'urgence qui a été renouvelé ? Exactement, je trouve qu'il est c'est un poil exagéré parfois parce qu'il est toujours prolongé. Et pourtant, on voit pas tant que ça de changement. Il y a toujours des attentats alors que que l'état d'urgence est là. Donc c'est qu'il est pas forcément, il est utile, mais il faudrait peut-être aller plus loin ou le stopper et faire quelque chose de plus adapté. Après, c'est pas moi qui vais vous dire ce qui est adapté parce que je suis pas politicien, mais il faudrait peut-être réfléchir à quelque chose d'un peu différent, quoi. Fleur, autre question. Est-ce qu'il est possible de ne pas faire d'amalgame entre la religion musulmane et les actes fanatiques ? Alors là, je n'ai pas d'avis sur cette opinion. Owen ? Je pense qu'il faut faire très très attention à ne pas confondre musulmans, islamiques, terroristes, tout ça.
On en voit beaucoup à la télé qui, au le lendemain des attentats, se mettent à crier sur les musulmans. Pourtant, ils sont très gentils. Je veux dire, j'en côtoie, quoi. C'est pas des gens mauvais, quoi. Louis, est-ce que vous comprenez l'islamophobie ? Oui, bah ça peut se comprendre. C'est une réponse aux attentats et aux attentats qui frappent la France, mais... Mais finalement, on a presque envie de croire que l'objectif des terroristes est réalisé, puisque leur objectif principal, c'est de nous déstabiliser et surtout de diviser la population, Hugo. Bah souvent, la plupart des islamophobes, justement, ne connaissent pas de musulmans, en fait. C'est ça le paradoxe, on va dire. On a peur, en fait, peur de l'inconnu. On ne connaît pas. Oh, bah oui, bah je pense que ça doit pas être, si je connais pas, c'est que c'est des cons, quoi. Alors que, non, peut-être pas des cons, mais oui. Voilà, vous m'avez compris. Et justement, à chaque fois, l'humain en général a peur de ce qu'il ne connaît pas. Mais tout le monde, je veux dire, vous ne connaissez pas, on peut sortir du sujet de l'islamophobie, mais quelque chose qu'on ne connaît pas va plus nous inquiéter que quelque chose qu'on côtoie au quotidien et qu'on connaît, quoi. On rejoint même un peu le débat qu'on avait fait sur l'immigration, hein, c'est un petit peu la même chose. Oui, ça revient au même, quoi, parce que souvent, justement, il y a des amalgames de faits entre l'immigration, l'augmentation des vagues d'attentats, mais c'est pas lié, en fait. Louis, vous vouliez réagir ? Merci. Oui, parce qu'en fait, on faut juste trouver un coupable aux événements qui arrivent. C'est pareil pour l'immigration. On dit qu'il y a une montée du chômage, et on va dire que c'est la faute des immigrés. On dit qu'il y a du terrorisme, on va dire que c'est la faute des immigrés, des religions. Owen ? Je sais plus quoi dire. On a changé de sujet entre-temps. Jeanne ? Je pense que je vais rejoindre Owen sur ce qu'il a dit tout à l'heure, parce qu'un musulman n'est pas terroriste, forcément. Ok, on veut remettre la faute sur quelqu'un, mais c'est pas parce que le terroriste est musulman que le musulman est terroriste. Donc en soi, il faut trouver quelqu'un, mais pas forcément faire des amalgames. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Mais vous avez vu quand même une division depuis ces attentats ou... Oui, il faut dire, au premier attentat, la marche de solidarité l'a prouvé. Il y avait une unité nationale, multinationale. Et ces derniers temps, il n'y a plus rien. Enfin, si, il y a la peur quand il y a un attentat. Mais il n'y a plus cette unité nationale, ce soutien. Il n'y a plus Je suis Charlie, il n'y a plus Pray for Paris. Il y a un attentat, il y a la peur et on subit. En même temps, comme on dit, chasser le naturel, il revient au grand galop, hein. Les Français ne sont jamais contents. La marche nationale, je trouve que c'est quelque chose d'assez drôle quand on sait que en France, personne ne peut blairer son voisin. Et du coup, quand on voit ça, quand on voit une marche nationale où tout le monde est copain, c'est sûr qu'au bout d'une semaine, le quotidien reprend, la routine reprend, et tout le monde, personne ne peut se piffrer. Vous ne croyez pas en l'unité contre le terrorisme ? Ah, pas du tout. J'aimerais bien y croire, mais même en rêvant bien, non, je n'y crois pas. Il faut rêver mieux. Ouais, ça doit être ça. C'est l'hypothèse la plus optimiste de tout ce qui se passe en ce moment, parce que si on suit ce que dit Zemmour, on est parti pour une guerre civile. Donc guerre civile ou solidarité, va falloir faire des efforts. Moi, ce que j'ai remarqué qui est assez étonnant, c'est qu'au début, pour les marches de solidarité, pour les premiers attentats, que ce soit les rabbins ou les imams, ils disaient « Nous sommes avec les Parisiens, nous sommes avec les Français, nous sommes avec Charlie ». Et maintenant, de plus en plus, le discours qu'on a, c'est plutôt « Ne faites pas d'amalgame ». Tout de suite, c'est « Ne faites pas d'amalgame ». Ils pensent beaucoup moins à nous, enfin aux Français en général, parce qu'eux aussi sont Français, mais ils disent tout de suite « Ne faites pas d'amalgame ». C'est la première réaction qui a lieu. Et certes, il faut faire ce message, mais c'est le message prédominant. Du coup, il y a vraiment une division qui se passe, si on est obligé de le préciser, ça. C'est vrai que c'est marrant, parce que quand il y a un attentat, on entend les musulmans dire « Je suis désolé ». Non, t'es pas responsable, quoi. C'est pas de ta faute. Ouais. Autre aspect du terrorisme, Maëlène, quelles sont les conséquences économiques du terrorisme ? Qu'est-ce que vous avez observé, notamment autour du tourisme ? Je pense qu'il y a les touristes sont dissuadés de venir en France de par les attentats qui se passent, tout ça. Et je pense que oui, il y a moins de personnes qui viennent en France du coup par rapport à ça. Mais d'un côté, il y en a peut-être qui viennent pour ça justement. Charlène ? Moi, je dirais que les gens ont peur de Paris, mais vraiment très peur. J'ai vu un message de la compagne de Jean Dujardin qui dit elle-même qu'elle n'est pas en sécurité à Paris. Elles sont en sécurité partout, mais pas à Paris.
Donc au niveau du tourisme, oui, c'est très très mauvais. La chute du tourisme à Paris l'a prouvé. De toute façon, on a peur de Paris. Oui, et puis on en a parlé dans le monde entier de ces attentats, donc ça a contribué à renforcer une peur autour de la France et notamment de Paris. Pour conclure sur le terrorisme, quelle est pour vous la principale conséquence du terrorisme en France ? Quelle est celle que vous avez le plus observée ? Louis ? On a surtout peur du terrorisme et il faut trouver surtout des coupables et une solution. Vite, c'est ce que veulent les Français. Donc la principale conséquence pour vous, c'est la peur ? Oui. Maëlène ? Je suis d'accord avec Louis. Owen ? La paranoïa et les gens qui se victimisent. Donc c'est vraiment ce que vous ressentez, c'est un esprit de peur. Hugo ? Ouais, un esprit de peur. Après, là où je rejoins Antoine sur ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que on a peur, mais juste après une vague d'attentats. Et là, quand on rentre dans un mouvement de flottement, c'est là où les gens vont commencer à se rassurer, c'est là où ils vont attaquer à nouveau. Merci à tous pour vos réactions. Ce qu'on retiendra, c'est la peur, du coup. On se retrouve dans un instant pour vos chroniques, juste après Un homme pressé par Noir Désir. J'adore. C'était Noir Désir. Hugo ? Sensationnel, j'aurais qu'un mot, sensationnel. Tu peux nous chanter un peu ? Vous êtes sûr ? Bah vas-y. Je suis un militant quotidien de l'inhumanité, et puis des profits immédiats, et puis en faveur des médias, moi aussi riche, très riche. Je fais dans l'immobilier, je sais faire des affaires, on a qui peuvent payer. C'est bon. Je me rends compte juste d'un truc, c'est que sans la musique et tout seul, ça rend quand même vachement moins bien. Non, mais, ce qui est génial, c'est que là, je peux prévoir la météo pour 2 mois. Ouais. Il pleut. Bon allez, c'était Noir Désir et c'était Hugo. Mais maintenant, c'est Inès et Jeanne qui vont nous faire jouer. C'est gagné! C'est gagné! Yeah! Yes, we did it! C'est gagné! Alors, en quoi consiste le jeu ? Alors, le jeu, en fait, ça va être assez simple. On va construire avec Inès 2 binômes. On va vous donner les petites cartes que j'ai dans la main ici. Et les mots qu'il y a dessus, vous allez devoir vous faire deviner à l'autre binôme. Enfin, l'autre binôme. À la personne qui est en binôme avec vous. Le but du jeu, c'est bien sûr de ne pas dire le mot, hein. On est d'accord, sinon c'est la triche. Si par exemple, moi je joue avec Inès, je lui dis aiguille, heure, horloge, cadran, tu me dis mince. Mais non. Non, c'était pas ça. Non. Y a pas que moi qui ai rien compris au jeu, ça va. Merci. C'était aiguille, heure, cadran et c'était horloge. Ouais, c'était ça. C'était aiguille, cadran et heure, et en fait elle me devait dire horloge. Voilà. Je le sens pas bien du tout. On fait un test, on Autrement, verra bien. on a du Noir Désir. Moi, ça me convient. Bon, on va essayer une fois. On commence avec. Qui voudrait faire qui voudrait y jouer déjà? Ouais. Donc Louis et Hugo, vous allez tous les deux ensemble. Hugo, tu fais deviner à Louis, et Valentine et Owen. Valentine, tu fais deviner à Owen. Donc Hugo, vas-y déjà. On vous laisse 1 minute pour vous faire deviner le maximum de mots possible. Ok, tu me dis quand t'es prête. Je te dis ça. Mais là, du coup, c'est recto verso. Oui, bah Je fais que celui d'en haut, quoi. Comme tu veux. T'es prêt? Ok, parce que j'explique pour les auditeurs, les papiers sont très mal faits. Bon allez, vas-y Hugo. Ok, on commence. Si je te dis Optique 2000, Atoll les opticiens, voilà. Zinedine. Zidane. Ça c'est naze. Si une guêpe elle vient sur toi, tu as une piqûre. Voilà. Oh mon dieu, ce n'est pas un corner mais c'est une touche. Voilà. Voilà, mais tu n'as pas l'air dans ton. Tu n'es pas dans ton. Une affaire. Non. Une fourchette, un couteau et tu manges dans ton. Dans ton assiette. Voilà. Tu l'as dit, Hugo, là. J'étais sur le sable et il y avait de la mer, du coup j'étais à la plage. Ouais. L'autre fois, ma voiture était en panne, je l'ai emmenée au garage. Voilà, maintenant on fait le verso.
Alors, du coup, tu écris avec un stylo. Non. Crayon. Voilà. Oh là là, ma maman, elle se sert souvent de ça. Non, c'était très macho. De sa machine à laver. Là, je suis en train de te parler. Voilà. Oh là là, mais dis donc, je me suis pris les pieds dans le. Aladdin, il a un qui vole. C'est son. Un tapis. Voilà. Oh, je suis assis sur une chaise. Ouais. Au feu, les pompiers. Voilà. Oh, je suis fatigué, je vais aller dans mon canapé. Non, lit. Bah attends, fais le dernier. Ah, oui. Non. Un peu compliqué. C'est quoi comme mot? Livre. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, qui sont les deux autres candidats? Le score? 15 sur 15. Non, 13 du coup. Les derniers étaient. On est mal barré. Hein. Alors, si je te dis qu'on l'allume en hiver, Le chauffage? le radiateur. Le radiateur, ouais. Oh, mais non. Non, annulé. Tu vas pas dire la réponse non plus. Si on met pas un bonnet, on met une... Capuche? Non. Une cagoule? On met l'été. Quand il y a du soleil? Les lunettes de soleil? Non, on le porte. Une casquette? Voilà. Un oiseau qui répète. Un perroquet? Aujourd'hui, j'ai oublié de mettre mon... Mon chapeau? Si c'est pas un short, c'est un... Pantalon? Pourquoi aujourd'hui j'ai oublié de mettre mon... le contraire de sœur. Frère? Sport très connu avec... Le foot? Voilà. Type de pâte. Type de pâte? Ouais, je sais pas. Bah, les spaghettis? Ouais. 2, 1, stop. 15 secondes. Donc alors, qui a gagné le jeu? Qui a gagné? Bah, c'est nous. Hugo et Louis. Grande victoire. Voilà. Désolé Valentine et Owen. mais oui, Bravo c'était- Hugo et Louis pour avoir gagné ce jeu. Bravo les garçons. C'est très spécial hein, comme jeu. Allez, tout de suite, on passe à vos chroniques. Mais avant, Owen, une petite question de culture G. Alors oui. Alors, les derniers JO, il y a eu un couple qui a gagné chacun une médaille d'or. Ils faisaient quel... La boxe. Bien joué. C'était Tony. Tony Hawk. Non, Non, Tony, perdu. je sais plus comment. Tony et sa meuf, c'était Nadia, non? C'était Tony Yoka et Estelle Mosley. Oh, il avait l'affiche. Merci Fabien. Antoine, tu vas nous parler d'un livre sélectionné pour le prix Goncourt, écrit par un auteur qu'on a déjà interviewé dans Vue de chez nous. Comme quoi on est visionnaire. Hein. Exactement, je vais vous parler de Romain Slocum. Pour ceux qui se souviennent, il avait fait la Biennale du livre de Pontivy et il avait écrit Un été au Kansai, qui avait été le prix de la Biennale pour les lycéens. Donc cette fois, il a écrit l'affaire Léon Sardowski. Et ce bouquin reprend en fait l'histoire, encore une fois, pendant la Seconde Guerre mondiale, et reprend l'histoire d'un policier français à l'époque de la collaboration. Donc on parle d'un policier collabo qui, comme il aime bien le dire, je suis un bon collabo, c'est un bon nazi, entre guillemets. Car le livre le montre très très bien la haine qu'il peut y avoir contre les juifs, les communistes ou même les gaullistes. Et du coup, on a l'histoire de ce policier qui est un bon nazi, comme il le dit, mais qui se retrouve en Allemagne pour l'affaire d'un procès. Donc il se retrouve là-bas sans vraiment aucune information, un peu perdu. Et pourtant, on le voit qu'il garde quand même toujours confiance en lui en se disant « De toute façon, je suis assez intelligent pour duper tous ces nazis ». Et du coup, on a son histoire qui est vraiment très prenante et on va voir qu'il va se faire embarquer dans une histoire qu'il ne maîtrise absolument pas, d'une façon vraiment intéressante. Et c'est écrit d'une façon tellement prenante, ça rappelle énormément Un été au Kansai, où on ne pouvait pas savoir si c'était fiction ou réalité. Qui a été écrit également par Romain Slocum. Par Romain Slocum, exactement, oui. Merci Antoine. Anaïs et Margot, vous allez nous faire jouer maintenant. Vous allez nous donner un slogan et on va devoir trouver la marque. C'est ça. Exactement. J'adore ça. Vas-y, comme Alors, du bon pain au bon grain. Du bon pain. C'est dur, hein. Au bon grain. Du bon pain au bon grain. Il y en a un à Pontivy. La Micaline. Oui, c'est ça. Réveille le goût. Jockey. Ouais. Ah ouais. Joker. Ne vivez pas pour nettoyer, nettoyez pour vivre. Javel. Non, attends. Oui, Monsieur c'est ça. propre. Oui, c'est ça. Hein Et vos envies prennent vie. Eh, Lévi.
Ah, non, Le Roi Merlin. Ouais. Oui, Ah Ouais, exact. Oh, mais exact, qu'est-ce que j'ai exact. La référence qualité-prix. Lidl. La référence MAF, qualité. MAF. Oui, c'est ça la MAF. Ouais, la MAF. Ouais, c'est la MAF. Eh, c'est fou la culture pub quand même. La banque en ligne avec son époque. Fortunéo. Direct Assurance. Non. Banqueo. LCI. Non, c'est Hello Bank. Hello Bank. Ouais, enfin, on va pas dire toutes les banques pour trouver. Hein. Franchement, au bout d'un moment, c'est triché. C'était Boursorama Banque. Ah. La banque en ligne avec son époque. Il se décarcasse et ça change tout. Ducrot. Alors, qui s'y connaît aussi bien? Marie. Non. Marie. Non. Malin Chelin. Non. Vous regardez pas, c'est la pub à la télé. Agent immobilier. Oh là. Ah ouais. Le chocolat qu'ils font dans la bouche, pas dans la main. Le chocolat qu'ils font dans la bouche, mais pas dans la main. Milka. Non. Ferrero Rocher. Non. Lint. Lint. Non. M&M's. M&M's. Ah, je l'avais même pas. C'est un vieux slogan. Bon allez, quand on même. fait une dernière. Ouais. Le goût des choses simples. Harris. C'est pas Elévir? Le goût des choses simples. Ouais. C'est ça, Erta. Ah là là, merci Valentine. Fais de la rosette par ici. La spécialiste. Allez Fabien, c'est la rentrée pour Vue de chez nous, mais c'est également la rentrée à la télévision. Qu'en as-tu retenu de cette rentrée télé? Alors aujourd'hui, je vais donc vous parler de la rentrée télé, vous faire un petit bilan des chaînes qui ont réussi leur rentrée, celles qui ne l'ont pas faite, des nouveautés et aussi des audiences de ces émissions. Et en fin de chronique, je vous ferai part de mon coup de cœur de la rentrée. Alors tout d'abord, commençons par une chaîne qui a bien entamé l'année, c'est C8 du groupe Canal+, anciennement D8, notamment avec son Access Prime Time qui sont les émissions diffusées entre 18h et 20h45. En effet, la nouvelle émission de Camille Combal, Il en pense quoi Camille, une émission où 4 chroniqueurs parlent de l'information avec humour et bonne humeur, réalise environ 500 000 téléspectateurs de moyenne mais en légère baisse depuis quelques jours. Cette émission qui sert de rampe de lancement pour Touche pas à mon poste, animée par Cyril Hanouna, qui fait environ 1,3 million de téléspectateurs. L'émission a d'ailleurs vu l'arrivée de nouveaux chroniqueurs comme Coé, Benjamin Castaldi ou encore Géraldine Maillet. Pour C8, le week-end est tout aussi bon en audience puisque Salut les Terriens, anciennement sur Canal+, mais toujours présenté par Thierry Ardisson, approche le million de téléspectateurs. C'est donc une bonne rentrée pour C8. Du côté du groupe TF1, la rentrée s'est faite presque sans nouveauté. En effet, la grille des programmes n'a pas beaucoup changé. Elle est toujours composée de jeux comme les 12 coups de midi animés par Jean-Luc Reichmann, Bienvenue chez nous et Bienvenue à l'hôtel diffusés en Access Prime Time. Et les après-midi restent composés de fiction. Néanmoins, les primes comme Koh-Lanta, The Voice Kids ou encore Danse avec les stars réalisent une audience moyenne qui se situe entre 4,8 et 5,2 millions de téléspectateurs. Ce qui n'est pas le cas des séries américaines, les experts cyber par exemple fonctionnent moins bien puisque l'audience moyenne est de 3,4 millions. Sur TMC, chaîne du groupe TF1, la rentrée s'est effectuée avec l'arrivée de Quotidien présenté par Yann Barthès qui était sur Canal+ la saison dernière. Cette émission diffusée sur le canal 10 de la TNT décrypte avec beaucoup de second degré et humour l'actualité nationale et internationale. Yann Barthès a pris dans ses bagages les journalistes qui étaient avec lui dans le petit journal. C'est donc les mêmes codes que sur Canal+, des blagues sur la politique et sur le sport, ou encore des parodies satiriques d'émissions télé. Ce qui donne aussi l'impression d'un copier-coller, c'est le décor du plateau qui ressemble fortement à celui du petit journal. En audience, l'émission fonctionne bien, puisque pour les premiers numéros, elle était au-dessus du million, elle se stabilise en ce moment autour de ce même chiffre. Le groupe TF1 devrait réaliser une bonne saison télé et rester en tête des audiences devant ses concurrents, comme par exemple le groupe France Télévisions. En effet, le groupe s'est doté de nouveaux arguments pour concurrencer TF1, et notamment sur l'information en continu, puisque le service public a lancé le 1er septembre dernier France Info, disponible sur le canal 27, pour faire de l'ombre à LCI du groupe TF1, diffusée, elle, sur le canal 26 depuis le 5 avril. Mais le plus gros changement de la rentrée est sur les programmes de l'après-midi de France 2. Un gros bouleversement dans la grille des programmes. Les émissions Toute une histoire présentées par Sophie Damand et Comment ça va bien présentées par Stéphane Bern ont été déprogrammées. À la place, une émission de témoignages 1001 vies est présentée par Frédéric Lopez en début d'après-midi. À sa suite, Stéphane Bern conserve une émission Visite privée. Et pour terminer son après-midi, France 2 a misé sur un nouvel arrivant sur la chaîne. Thomas Touroud, ancien animateur de Canal+, présente lui Actuality, un talk show pour parler, comme son nom l'indique, de l'actualité. Mais cette nouvelle grille ne convient pas aux téléspectateurs car les audiences sont en net recul par rapport à l'année dernière. On ne sait pas encore si ces programmes iront jusqu'aux vacances de fin d'année. Pour France 3, peu ou presque aucun changement à signaler dans la grille des programmes. Les jeux de l'après-midi conservent leurs bonnes audiences. La chaîne qui propose plus de séries en première partie de soirée remonte dans les audiences et rattrape presque TF1 certains soirs.
En conclusion, les chaînes du service public devront réagir sur les programmes qui ne font pas de bonnes audiences et ceux-là sont trop tardés. Et pour terminer cette chronique, je vais donc vous faire part de mon coup de cœur qui est pour la chaîne L'équipe, anciennement L'équipe 21. Que de changements pour la chaîne. Nouveau nom, nouveau plateau et nouvelle identité visuelle plus en relation avec le quotidien L'équipe. Les raisons de ce coup de cœur sont le fait que la chaîne retransmet plus d'événements sportifs en direct comme le cyclisme, le sport automobile, le rugby ou encore les sports d'hiver. La chaîne L'équipe diffuse également 2 émissions phares, de 17h45 à 19h45, L'équipe type, présentée par Jean-Christophe Drouet. C'est une émission qui décrypte l'actualité footballistique avec humour. La deuxième émission, L'équipe du soir, présentée par Olivier Ménard, est constituée de débats et d'analyses de l'actualité sportive en général. Voilà. Merci Fabien. Allez, on va être un petit peu plus sérieux maintenant. Je vais vous faire travailler un petit peu d'anglais. On va travailler un petit peu d'anglais là. Vous êtes chaud ? Oui. Ouais. Pas de dissipation, sinon c'est 1 heure de colle le mercredi après-midi. Allez, je vous donne une expression anglaise et vous allez trouver la bonne traduction. Ok. It's raining cats on dogs. Il pleut des cordes. Ah non mais c'est pas drôle si vous trouvez. Bon allez, une autre expression idiomatique. When pigs fly. Quand les poules auront des dents. Bon bah j'arrête parce que c'était trop facile pour cette fois-ci. Je ferai plus difficile pour la prochaine fois. Allez Kevin. Attends, faut pause, explique les règles à Jeanne parce qu'elle a rien compris. Jeanne, j'ai donné une expression en anglais. J'ai compris. Mais faut pas la traduire mot par mot, faut dire son équivalent en français. Mais merci. C'est bon Jeanne, t'as compris ? Kelvin, c'est à toi de nous parler. De quoi vas-tu nous parler ? Alors moi j'ai fait une chronique sous forme de jeu. Donc c'est une chronique d'infos inutiles. Donc je vais voir ce que ça va donner, bien sûr. Donc pour cela, je vais donc vous demander à tous de répondre à mes questions par vrai ou par faux. D'accord ? Ok. Allez, c'est parti. Est-ce qu'un vidéaste de Hong Kong a-t-il pris un couple en vidéo sur le toit d'un gratte-ciel ? Vrai, je dirais. Vrai, ouais. Je dis faux. Eh ben non, c'est vrai. En effet, ce vidéaste, qui était en train de filmer Hong Kong avec un drone dans le ciel, semblerait avoir filmé l'image d'un jeune couple de mariés étendu sur le toit d'un gratte-ciel. Et il faisait quoi sur ce toit exactement ? C'est ça la vraie question qu'on se pose. Ayant vu l'image, ce n'est pas très intéressant. Ouais, c'est pas tout public surtout. Étant lui-même surpris par cette image surréaliste, il ajouta dans une radio locale que la photo n'était pas truquée. Deuxième question. Est-ce qu'un bébé loup aurait été adopté en le confondant avec un chien ? Ouais, c'est possible ça, ouais. Ça l'est, je pense, vrai. Oui, en effet, le journal 20 minutes explique qu'un couple de Californiens aurait adopté un bébé loup sans le savoir. Malgré cela, au bout d'un certain temps, ils se sont rendus compte que l'animal ne se comportait pas normalement. Au bout de combien de temps ils s'en sont rendus compte ? Quand il a commencé à bouffer le bras du petit. Non, c'est juste qu'il faisait beaucoup ses besoins dans la voiture. Ça c'est tout ? C'est flagrant. Et décide de le faire examiner dans un refuge. Après la réponse du refuge, le couple était choqué en découvrant la nouvelle. Mais rassurez-vous, le loup a été accueilli par une association et vit maintenant auprès des siens. Maintenant, troisième question, le sport. Foot. L'équipe... Faux. Vrai. Pas encore, attends. L'équipe U17 de Saint-Thuriau aurait-il pris plus de 10-0 face à la Garde Saint-Yvi ? Ah ouais, je dirais vrai, vrai. Moi je dirais plus de 10-0. Ouais, moi je dis vrai. Oh, c'est possible. Vive la GSI. Kelvin, la réponse ? Le score final est de 18-0. C'est dramatique. On va pas se faire des copains sur Radio Broadjonette, alors attention. Surtout que nous avons un de leurs joueurs dans notre équipe. Qui ça ? C'est Fabien. Vous l'avez sûrement compris, le match n'était pas du tout équilibré. Tu devais être le gardien, t'as pas du tout... Oui, c'était le gardien, oui. Juste pour dire, j'étais le gardien, j'ai réalisé pas mal d'arrêts et donc à la base on devait être 2 remplaçants, ils ont annulé à 1 heure. Donc Des excuses. Bon allez, Kelvin. Avant-dernière question. Est-ce qu'un dromadaire aurait été aperçu dans une commune du Morbihan ?
Oui. Vrai. Oui, c'est vrai ça. Si, ça Moi, je dirais faux. Moi, je dirais faux. Kelvin, la réponse? Non, mais c'est vrai. C'est bon, laissez-moi faire. Cela s'est déjà passé, mais il y a quelques années. Il n'y a pas eu de dromadaire dans la région il y a peu. Donc voilà quoi. C'est vrai ou c'est faux du coup? Il y a encore une information, Kelvin? Maintenant, la plus drôle. Est-ce qu'un couple serait resté bloqué dans une discothèque toute une nuit? Oui, j'ai vu là. Allez, oui. Si. Ouais, après, il faut savoir pourquoi. Ça, c'est vrai. Cela paraît complètement dingue, mais bien vrai. Une histoire qui se déroule dans une discothèque de la région de Bordeaux. Un couple est allé dans les toilettes pour s'occuper sous l'emprise de l'alcool. Malheureusement pour eux, en sortant des toilettes, la boîte de nuit était vide et fermée. Les deux jeunes amoureux ont donc fait la fête tout seuls jusqu'à que la gendarmerie ne prévienne le patron pour qu'il leur ouvre. Placé en garde à vue suite à une plainte du patron pour avoir abîmé son matériel de sonorisation avec de l'alcool, je pense que ces deux-là se souviendront de leur soirée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine chronique qui, nul doute, sera encore meilleure. Allez, salut. Merci, Salut. Merci Kelvin pour ces informations effectivement très inutiles. Allez, on va maintenant nous diriger vers Maëlène et Hugo. Vous allez nous faire une chronique people ou une chronique politique alors? J'ai pas la réponse. Les deux en même temps. En fait. On va vous poser des questions, différentes questions et sous forme de QCM. Et il faudrait répondre la bonne réponse. Alors, je commence. Quelle est la passion de Marine Le Pen? La cuisine, la décoration ou le jardinage? Alors, c'est la cuisine? Eh bien, c'est faux. Le jardinage. Oui, c'est ça. Donc maintenant on va enchaîner donc avec Bruno Le Maire. Donc quel est son film préféré à Bruno Le Maire? Donc on a les ch'tis, les tuches ou les bronzés. Ça vole haut, hein. Oui, il est bronzé. Oui, je dirais les ch'tis. Ouais, la réponse? Les tuches. Ah, les tuches. Alors, quel événement a eu lieu à Paris de fin septembre à début octobre? La Fashion Week, l'exposition universelle ou Paris Games Week? La Fashion Week. Oui, c'est ça. Une autre question? Donc à quel montant est estimé le cambriolage de Kim Kardashian au début du mois? Donc soit c'est 10 millions d'euros, 15 millions d'euros ou 20 millions d'euros. 10, non? Ouais, 10 millions d'euros. Ouais, le moins cher quoi. Oui, il y a d'autres questions ou? Bah oui, j'en ai une dernière. Donc Marine Le Pen, savez-vous comment elle appelle son père? Donc soit elle appelle papa, Le Pen ou Jean-Marie. 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 Non, c'est Le Papa. Pen. On pourrait glisser cette chronique dans les informations inutiles aussi. Hein. Alors, maintenant, on va se diriger vers notre sportive préférée, Fleur. De quoi vas-tu nous parler? Alors moi je vais vous parler de Simone Biles qui est une gymnaste, une jeune américaine âgée de 19 ans et qui est reconnue mondialement dans le domaine de la gymnastique. Cette femme américaine est considérée comme un modèle de perfection. Elle mesure 1m45 pour 47 kg, donc seulement. Et avec son explosivité et son sens de l'équilibre, cela lui permet de dominer depuis déjà plusieurs années. Simone Biles et son équipe ont terminé première aux Jeux Olympiques 2016. Merci Fleur. Owen, maintenant tu vas nous parler de l'actualité du grand écran, c'est ça? Effectivement, donc dernièrement, vous savez que Disney a tendance à refaire leurs films en version live, donc on a eu droit à Cendrillon, au Livre de la Jungle. Prochainement, il y aura Le Roi Lion, Dumbo, Mulan. Mais les nouvelles viennent d'Aladin, qui vient de se trouver un nouveau réalisateur en Guy Ritchie, qui a déjà fait Sherlock Holmes et Snatch. Sinon, la nouvelle bande-annonce de Pirates des Caraïbes vient de sortir. Elle met en scène le nouveau méchant, le Capitaine Salazar, qui vient encore une fois en vouloir Jack Sparrow, c'est pas le premier. Et il est incarné par Javier Bardem, qu'on a déjà vu dans James Bond, Skyfall, c'est celui qui jouait le méchant. Voilà. Merci Owen. Et maintenant, on l'attend tous, c'est les infos d'Hugo. Ah bah tu ne verras plus. Mais Monsieur Sarkozy, je trouve que c'est un compromis un peu bâtard.
Si je voulais faire rire quelques-uns ou en faire grogner d'autres. Réfléchissez 2 minutes, excessif. Eh bien oui, ça va mieux. Voilà, donc nouvelle saison, nouveau jingle. On va directement mettre fin à une idée reçue. Il n'est pas illégal de brûler un billet de banque. La loi punissant la destruction d'un billet datait de 1810, mais a été abrogée en 1994. Il n'est donc pas illégal de détruire un titre monétaire. Une jurisprudence de 1974 va également dans ce sens. Détruire un billet de banque n'est pas considéré comme la destruction du bien d'autrui, car le billet appartient à son porteur et non à la banque centrale qui l'émet. Bon, même s'il n'est plus interdit de brûler un billet de banque, le geste reste par contre toujours aussi con. Idée cadeau maintenant, si vous ne savez pas quoi offrir, eh bien sachez qu'entre 1950 et 1951, il était possible d'acheter aux États-Unis le petit laboratoire atomique Gilbert U-238. Je vous entends déjà dire, mais qu'est-ce qu'est le petit laboratoire atomique Gilbert U-238 ? Eh bien je vais vous dire ce qu'est le petit laboratoire atomique Gilbert U-238. Le petit laboratoire atomique Gilbert U-238, c'est la mallette du petit chimiste, mais édition mini-centrale nucléaire. Il comprend un coffret avec de l'uranium, plus divers instruments pour le manipuler. On pouvait, avec mesurer la radioactivité, chercher de l'uranium avec son compteur Geiger, et mon préféré, regarder la désintégration des matériaux radioactifs. Il a été retiré de la vente en 1951, parce que les responsables de sécurité des produits ont pris conscience de la dangerosité et de la nocivité des radiations. Vous y croyez ? Oui, parce que je la connais déjà, mais... Eh bien en fait non, il n'a pas été retiré de la vente pour ça. C'est mal connaître les Américains. C'est parce qu'en fait le kit coûtait trop cher. $50 à l'époque, ça correspond à peu près à $450 aujourd'hui. Juste parce que c'était pas rentable en fait, c'est ça ? Bah parce qu'ils se vendaient pas, arriver $450 pour voir des matériaux se désintégrer, c'est pas... Bon du coup il vient de mettre un flop à ma chute, mais c'est pas grave, on va passer à la prochaine info. On revient en France maintenant, avec la sortie du livre polémique « Un président ne devrait pas dire ça » aux éditions Stock, de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, tous deux journalistes au Monde. Donc vous avez sûrement dû en entendre parler. J'ai retenu une phrase, une seule, ce qui est déjà pas mal. François Hollande a dit « J'aimerais que l'on dise de moi, puisque c'est la vérité, que j'ai été courageux ». Bon, j'ai cherché la définition de courage et j'y ai trouvé « Le courage est une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur, en affrontant le danger, la souffrance et la fatigue ». Vous voulez que je vous relise la phrase de François Hollande ? « J'aimerais que l'on dise de moi, puisque c'est la vérité, que j'étais courageux ». Voilà. On va en Norvège maintenant, où l'entraîneur de foot de l'équipe de Nordstrand, donc qui est une équipe dans la banlieue de Oslo, veut récupérer quelque chose, mais quoi à votre avis ? Des spermatozoïdes de footballeurs. Ouais, c'est ça. Il veut récupérer le sperme de Zlatan, Ronaldo et d'autres internationaux. Dans quel but ? C'est tout simplement féconder les copines des joueurs avec ce sperme pour obtenir dans 20 ans une équipe de foot imbattable. Voilà. Bon, même s'il est quasi impossible que les joueurs et leurs copines acceptent, l'entraîneur a quand même réussi un joli buzz. Économie maintenant. Amazon a annoncé vouloir ouvrir des magasins où seront vendus du lait, de la viande et d'autres produits périssables. Amazon vient donc d'inventer le Super U. Cinéma maintenant. Le Seigneur des Anneaux de Tolkien a été adapté que très récemment au cinéma. L'auteur a eu plusieurs propositions qu'il a toutes déclinées, dont celle des Beatles, où Paul McCartney aurait joué Frodon, Ringo Starr aurait joué Sam Sagas, George Harrison aurait joué Gandalf, et mon préféré, John Lennon, aurait joué Gollum. États-Unis maintenant. Vous trouvez pas que les élections américaines ressemblent de plus en plus au stéréotype d'une grande famille ? Entre la grand-mère Hillary qui est un peu gâteuse, qui vous fait un petit chèque à Noël parce qu'elle est un peu radine. D'ailleurs, Noël, c'est le moment où on en profite tous pour faire une photo avec elle parce que c'est peut-être la dernière, elle peut rendre l'âme à tout moment. Il y a aussi ce vieil oncle là qui n'aime ni les handicapés ni les chômeurs, qui devient raciste, homophobe, misogyne quand il s'enfoulit une bonne bouteille de Beaujolais. En fait, il l'est même sans avoir rien bu. Il y a aussi ce cousin Barack là qui est cool, James, qui en profite pour kiffer ses derniers mois en tant que patron, quitte à péter un peu les plombs d'ailleurs. Eh les mecs, on se ferait pas une petite expo de Lego dans le jardin ? Ou encore, je vous promets d'envoyer des hommes sur Mars d'ici 2030. Au pire, je m'en fous, je pars dans 6 mois. Il y a aussi cet individu qu'on connaît tous, mais personne ne sait pourquoi il est invité. Chaque membre de la famille rejetant le fait d'avoir un lien de sang avec lui. Il parle pas beaucoup, hein. Mais dès qu'il ouvre, on regrette de ne pas avoir profité assez du moment où il l'a fermé. Il est gentil, hein, mais il est un peu con-con, Gary.
Et enfin, il y a cette dernière qui est une militante engagée pour l'environnement, qui veut bien manger chez vous, mais à condition que votre riz soit bio, issu du commerce équitable, que la rizière conserve les espèces sauvages, préserve les sols et les cours d'eau, que l'entreprise protège les travailleurs, leurs familles et les populations locales et améliore leurs moyens de subsistance. C'est le genre de personne à te montrer une vidéo de comment sont gavées les oies pendant le... Je viens complètement de rater là. On la refait. C'est le genre de personne à te montrer une vidéo de comment sont gavées les oies quand le foie gras arrive sur la table et qui vous parle des conditions misérables des abattoirs au moment du plat de résistance. Mais laisse-moi bouffer mon steak, bordel! Et enfin, dernière info avant de se quitter, le réseau express régional d'Île-de-France, plus connu sous le nom de RER, a été inauguré en 1971 sous le doux nom de merde. Pas pour l'odeur, sinon il se serait appelé pisse ou odeur d'aisselle un peu trop épicée, mais pour Métro Express Régional Défense Étoile. Voilà, c'était la fin de mes infos. Merci Hugo. En fait, on va faire une chronique info inutile, mais grosse, une énorme chronique info inutile. Pour clôturer cette émission, Inès et Jeanne, vous avez quelques chiffres sur le terrorisme. Oui, on va passer à quelque chose de un peu plus sérieux. Donc, on a constaté du coup qu'avec le ministère de l'Intérieur, on a pu voir que en 2015, 1700 Français donc sont appliqués donc dans les filières djihadistes, mais on peut voir qu'en effet, il y a 457 personnes donc françaises qui sont présentes en Syrie ou en Irak, et on peut même voir que il y a eu beaucoup de signalements enregistrés donc en France, donc plus de 50, donc plus particulièrement donc en Île-de-France ou sur les côtes de la Méditerranée. Et en France, on a pu voir avec l'Assemblée nationale qu'il y a de 40 000 à 50 000 combattants dans les rangs de Daesh. D'autres chiffres ou... Non, ça ira pour cette fois. Merci les filles. Parle dessus. Nous sommes obligés de déjà vous quitter. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve le jeudi à 20h30 et le samedi à 10h. Et comme d'habitude en podcast sur radiobrest.bzh. Va bien. Et bien sûr, une nouvelle émission au mois de novembre. Merci d'avoir écouté Vue2 Chez nous. Vue2 Chez nous. C'était Vue de chez nous, présenté par Alexandre Urvois et réalisé par Cécile Goual. Merci pour le soutien de Radio Beaujolais et du lycée Jeanne d'Arc.